est un toxicomane de l'amour. Je vois exactement où il veut en venir quand il s'approche de moi. Quand il s'approche de moi, je vois exactement où il veut en venir. Jules est un toxicomane de l'amour. Il me regarde et moi, je reste là. Je regarde face à la fenêtre. Il m'a fallu un instant avant de me retourner vers lui. Il m'a fallu un simple instant avant de me retourner vers lui. Il me regarde, passe ses mains sur mes épaules. Il les laisse tomber en avant et arriver jusque devant. Il les laisse arriver jusque devant et il les passe sur mes pectoraux. Il passe ses mains sur mes pectoraux et elles descendent. J'arrive à sentir la chaleur de ses mains frotter mes pectoraux. J'arrive à sentir le frottement de ses mains contre mes pectoraux, contre mon torse. Il me regarde et pose sa tête juste contre mes épaules. Il me murmure quelque chose à l'oreille et ensuite je me retourne. Il m'embrasse, pose ses lèvres contre les miennes. Il pose un baiser sur mes lèvres et s'en va. Je me retourne et je lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me regarde avec un léger baiser qu'il pose sur mes lèvres. Avec un léger baiser qu'il vient poser sur mes lèvres, il me regarde avec la même légèreté dans les yeux. Je lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me répond « Non, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me retourne, je ne le réponds pas. Je ne lui réponds pas, je me retourne et je lui dis « Rien ». Je continue à regarder par la fenêtre. Jules est un grand romantique. Jules est un grand romantique, il me regarde. Il pose sa main sur mon épaule. Il pose sa main sur mon épaule, sur mon bras, et me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» une nouvelle fois. J'ai compris alors qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose, j'ai compris qu'il veut savoir quoi. J'attends juste un mot de sa part. Peut-être va-t-il dire autre chose. Je me retourne. Je reste les pieds joints. Je reste les pieds joints l'un contre l'autre, mes baskets blanches qui sont jointes l'une contre l'autre, mes Nike Air blanches, mon jeans bleu clair et bleu marine. Il me regarde, mon t-shirt blanc. Derrière moi, la grande baie vitrée avec la pluie. Derrière moi, il y a la grande baie vitrée avec la pluie. Mon jeans bleu marine et bleu clair. Il me regarde, mon t-shirt blanc collant V. En dessous, j'ai les pieds joints, et il regarde en dessous de moi, mes baskets blanches, mes Nike Air. Il regarde le symbole Nike Air. Il regarde le sigle Nike Air. Je me retourne vers la fenêtre, et à ce moment-là, il regarde l'arrière de mes chaussures. Il lève les yeux et me regarde moi. Je suis de dos à lui. Il s'approche et il me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Non, t'inquiète, tout va bien. » Je vois que dans son regard, il y a de l'inquiétude. Juste au moment où je lui ai dit « Non, t'inquiète, tout va bien », je vois qu'il y a de l'inquiétude dans son regard. Il passe alors ses mains à l'arrière de mon dos. Il passe ses mains à l'arrière de mon dos. Je sens qu'à l'arrière de mon dos, quand il a mis ses mains contre moi, il n'appuie pas très fort, mais je sens la légèreté du frottement de ses mains remonter jusqu'en haut. Arrivé sur mes épaules, il garde ses mains qui sont posées légèrement sur mes épaules, il les garde là. Il garde ses mains sur mes épaules légèrement, et me demande, en me massant très légèrement les épaules, il me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» et me le murmure à l'oreille. Il me le murmure à l'oreille et me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui réponds, encore une fois, qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il vient devant moi et se positionne face à moi. Son regard est clair et ses yeux sont presque bleus. Alors que Jules a les yeux verts, à cause de la lumière de l'extérieur, son regard est presque bleu, bleu clair, bleu ciel.
Je regarde ses yeux qui sont verts. Je regarde ses yeux qui sont verts. Il me regarde moi avec un regard très léger. Et ses yeux qui sont verts sont presque bleus à cause de la lumière de l'extérieur. Je le regarde, je m'approche de lui. Je pose légèrement et tendrement ma main sur son regard. Je pose très légèrement et tendrement ma main sur son regard et sur son visage. Je pose ma main contre sa joue, je m'approche de lui, et un tendre baiser que je lui pose sur les lèvres. Il me regarde, respire, inspire et expire. À ce moment-là, je l'ai embrassé. D'un tendre regard, je le regarde à moi. Je le regarde moi d'un tendre et léger regard. Ensuite, je l'embrasse. Je retire mes lèvres de contre les siennes, et je mets mon pouce contre ses lèvres. Il me regarde, embrasse ma main, et se retourne contre moi, regarde la fenêtre et me demande ce que je regarde. Je pointe du doigt un bâtiment, à l'extérieur. À l'extérieur, je pointe du doigt un bâtiment qui a presque disparu sous les nuages, et je lui dis, je regarde ça. Il regarde avec moi le bâtiment qui a presque disparu sous les nuages, et il me dit, tu sais quel bâtiment c'est ? Je lui dis, non, je ne sais pas. Avec incertitude, je lui réponds, non, je ne sais pas quel bâtiment c'est. Et il me répond en se rapprochant de moi. En se rapprochant de moi, il me répond. Il me tient la main, et me serre très légèrement la main. Il me serre la main, mais très légèrement, à tel point que je n'arrive qu'à sentir sa main contre la mienne. Il ferme fermement ses doigts dans ma main, serre ma main, et me dit, ce bâtiment, c'est celui dans lequel on a tous les jours les cours. Je le regarde et je me retourne vers lui, et je lui dis, on a tous les jours cours dans ce bâtiment. Il se retourne vers moi, et il fait, oui, le bâtiment dans lequel on a cours n'est pas si loin finalement. Il est juste en face de nous et on arrive à l'apercevoir. On a tous les jours cours dans ce bâtiment-là. Je me retourne vers lui et je m'assieds par terre. Je me mets contre la vitre. Je me mets contre la vitre, je me mets face à lui. Une fois que je suis face à lui et que je suis contre la vitre, je redresse mes jambes. Je redresse mes jambes contre moi. Je me mets face à la vitre. Le dos contre la vitre, le dos redressé, je le regarde. Il se met à côté de moi. Le dos redressé contre la vitre, il se met à côté de moi, tourne la tête et pose sa main sur mon épaule. Il me dit, quoi, ça t'impressionne? Tu ne le savais pas? Légèrement, avec une voix très légère, je lui réponds, non, je ne le savais pas. Mais ça ne m'impressionne pas plus que ça. C'est juste que je ne savais pas que l'endroit dans lequel j'avais cours était si proche. Il me regarde, je le regarde à nouveau avec le même regard, un regard très léger et un regard insatisfait. Il me regarde et me dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui réponds rien. Il essaye encore d'insister pour savoir s'il y a quelque chose. Effectivement, il y avait quelque chose, mais je n'ai pas insisté pour lui dire qu'il n'y avait pas quelque chose. Abraham, tu m'as remarqué dans le couloir, seul, et éperdument seul. Le dos recourbé, le regard dans le vide. Tu m'as entendu pleurer. Tu m'as entendu pleurer, le regard dans le vide, le dos recourbé. Il y avait la porte. Et tu es arrivé. Tu as passé tes mains autour de moi. Tu as passé tes mains autour de moi et j'ai senti ton torse venir contre mon dos. Ma tête regardait vers le bas. Et tes mains sont venues frôler, et tendrement, délicatement, elles sont venues se poser sur mon torse. Tu les as remontées, et au fur et à mesure de ton mouvement, je sentais la chaleur de ton corps contre le mien. Dans le couloir, il n'y avait aucune lampe. Et il n'y avait même pas l'ombre d'une lampe. Il n'y avait pas l'ombre d'une lampe et la porte était grande ouverte. Tu n'as même pas daigné penser pouvoir la refermer derrière moi. La seule chose que tu as pensé, c'est que tu as regardé par la fenêtre. Tu t'es tourné et quand tu m'as vu dans le couloir, le dos courbé, le regard vers le bas, tu as fermé la porte derrière toi. Tu es venu derrière moi. Tu as mis tes mains contre moi, contre mon torse. Tu les as remontées, et tes mains contre mon torse m'ont réchauffé. Je sentais la chaleur de tes mains contre mon torse, ton dos contre mon dos. Ton dos
contre mon dos à moi. Tu me regardais. Tu me regardais par rapport au miroir qu'il y avait derrière moi. Moi, j'étais face à la vitre qu'il y avait dans le couloir, et je regardais par terre. Tu ne m'as pas demandé ce que je regardais par terre, parce que tu n'as peut-être pas daigné trouver cela inutile. Tu n'as peut-être pas daigné trouver cela utile. Alors tu ne me l'as pas demandé. Tu es resté là tout contre moi, ton dos contre le mien, mon dos contre le tien, et tes mains parties vers l'arrière rejoindre les miennes. Ton bras parti vers l'arrière, parti rejoindre les miennes. Tu serrais mes mains, et je sentais la chaleur de ton dos, de ton corps, qui commençait à ensevelir comme le sable qui tombe d'un sablier. Comme le sable qui tombe d'un sablier, je commençais à sentir la chaleur de ton corps à toi, qui arrivait contre mon dos. Et je sentais cette chaleur, la chaleur de ton dos contre le mien, et la chaleur de ton corps, qui commençait à ensevelir mon corps à moi. Mon corps ne se sentait plus seul à ce moment-là. Tu es arrivé, et j'ai senti de la chaleur monter de plus en plus. J'ai levé la tête et je me suis retourné. Face à toi, j'ai regardé ton regard. Tes yeux étaient verts d'habitude. D'habitude, tes yeux étaient verts. Je me suis mis face à toi. J'ai regardé, tes yeux étaient presque noirs. Je sais très bien qu'ils sont marron foncé. Je sais très bien qu'ils sont bruns. Je sais qu'ils sont bruns, qu'ils sont marron foncé. Mais quand je me suis retourné, après avoir senti la chaleur de ton corps contre le mien, je me suis retourné et j'ai passé mes mains contre toi. J'ai mis mes mains sur tes épaules. Ma première main, je l'ai posée sur ton épaule, lentement. Je t'ai regardé et lentement j'ai posé ma main sur ton épaule. Ensuite, j'ai laissé descendre ma main, d'un mouvement délicat, sur le bas de ton ventre, et j'ai posé ma main que j'ai relevée dans le même mouvement, sur le côté de tes côtes. Ma main qui s'est relevée, dans le même mouvement, s'est posée délicatement sur le côté de tes côtes. Je me suis mis tout contre toi, je t'ai embrassé et j'ai posé mes lèvres contre les tiennes. Tu m'as regardé, et en posant mes lèvres contre les tiennes, je t'ai murmuré à l'oreille une chose que je ne t'avais jamais dite. Je t'ai murmuré à l'oreille une chose que je ne t'avais jamais dite. Tu m'as regardé. Un sourire en coin s'est formé au coin de tes lèvres. Un sourire en coin s'est formé au coin de tes lèvres et tu m'as regardé un instant. Tu as reculé la tête comme si tu n'étais pas certain de ce que je disais, ou pas sûr que c'était la vérité. Mais c'était la vérité. Ce que j'étais en train de te dire, c'était la vérité. Ce que je t'ai murmuré à l'oreille, c'était la vérité. Le souffle chaud que tu as senti contre ton corps, le souffle chaud que tu as senti dans ta nuque quand j'ai mis ma tête contre ton épaule, ce souffle chaud que tu as senti dans ta nuque, la respiration que tu as entendue dans ton oreille quand j'avais ma tête contre ton épaule, c'était la vérité. Je suis arrivé à ce moment-là. Je suis arrivé à ce moment-là dans le couloir et j'ai passé mes mains contre ton corps. J'ai levé mes mains que j'ai posées sur tes épaules, que j'ai redescendues ensuite contre tes omoplates. Contre tes omoplates, j'ai redescendu ensuite mes mains. Je les ai posées par la suite contre tes épaules. Contre tes épaules, je les ai remontées et je les ai posées ensuite contre tes épaules. Je les ai laissées tomber et je me suis retenu au niveau de tes pectoraux, je me suis retenu et j'ai accroché mes mains délicatement à ton corps. J'ai accroché délicatement mes mains à ton corps et je me suis retenu de poser mes mains contre tes hanches. J'ai posé mes mains contre tes hanches et je me suis retenu de les remonter. Je les ai ensuite posées contre tes côtes et là je suis resté un instant. Je t'ai regardé, je t'ai embrassé. Nous sommes tous les deux sortis du couloir et nous sommes restés à la fenêtre. J'ai regardé dehors un instant et tu as pris le même mouvement que ma tête qui s'est inclinée.
Tu as pris le même mouvement que ma tête qui s'était inclinée pour regarder dehors quand nous sommes sortis. Je t'ai regardé toi et j'ai pris une inspiration. J'ai pris une inspiration et j'ai respiré une fois. Je t'ai regardé, j'ai respiré une fois, j'ai levé la tête, la lumière était éteinte. J'ai penché la tête et j'ai incliné la tête vers toi, je me suis tourné. Je t'ai regardé et face à la vitre, j'ai regardé dehors. Je n'ai pas regardé autre part que dehors quand tu étais à côté de moi. Je suis resté là et tu es resté là contre moi. Tu as passé tes mains contre mon corps et tu as passé tes mains contre moi. Contre mon corps, tu as passé tes mains. Tu as passé tes mains contre mes côtes et tu as laissé ta main contre mes côtes. Tu les as remontées jusqu'à mes épaules. À mes épaules, tu les as laissées contre mes épaules. Tu les as laissées tomber très délicatement le long de mon corps. Très délicatement le long de mon corps, tu les as laissées tomber. Tu as ensuite posé tes mains délicatement contre mon bassin. Tu as posé tes mains délicatement contre mon bassin et tu les as laissées là un instant, le temps que je réagisse et que je mette mes mains contre ton bassin à toi. Le temps que je réagisse et que je pose ma main contre ton épaule, que je me rapproche de toi et que je t'embrasse. Tu m'as vu dans la cuisine. J'avais le regard par terre. Mais tu m'as vu dans la cuisine, avec un regard par terre, qui regardait mes chaussures blanches. Tu t'es approché de moi, et tu as mis tes mains sur mes hanches. Tu m'as mis tes mains sur mes hanches, et tu t'es approché de moi. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'étais là. Pourquoi est-ce que je tenais ça en main. Je t'ai regardé comme si je ne te connaissais pas. Tu m'as demandé ce que c'était ce regard. Je n'ai pas voulu te répondre. Tu as continué à insister. Jules, tu as toujours été là pour moi. J'étais dans la cuisine et j'avais un couteau en main. Je le serrais très fort. Je le serrais tellement fort, le couteau, que tu pouvais voir que mes poignets devenaient rouges. Ce couteau que j'avais en main, je le serrais tellement fort que tu pouvais voir que mes poignets et mes poings devenaient rouges. Je suis resté là, figé, longtemps dans le noir. J'attendais quelqu'un, que quelqu'un vienne. Et Jules, toi, tu es arrivé, plus tôt que je ne le pensais. Tu es resté là longtemps. Tu m'as demandé, longuement et longtemps, pourquoi est-ce que je suis venu ici. Il était 22 heures. Il devait être 22 heures ou quelque chose comme ça. Tu m'as longuement demandé pourquoi est-ce que je suis venu ici. Tu es resté là et tu as mis tes mains sur mes hanches, sur mon bassin. Tu as gardé tes mains sur mon bassin et tu les as posées. Tu les as à peine posées sur moi, presque comme si elles ne me touchaient pas. Je me suis retourné vers toi et je t'ai regardé. Je t'ai dit, avec fermeté, je t'ai dit, tu peux les monter ou tu peux appuyer un peu plus fort. Tu peux me prendre dans tes bras. Tu peux te retourner vers moi et me faire lâcher le couteau. Je t'ai expliqué plus tard que je n'étais pas traumatisé, que je n'avais pas peur et que je n'étais pas triste. Tu as alors appuyé un peu plus tes mains sur mon bassin. Tu as un peu plus appuyé tes mains sur mon bassin. Tu t'es mis face à moi. Tu as pris ma main. Délicatement, tu as pris ma main et tu m'as fait lâcher le couteau. Quand tu as entendu enfin que le couteau est tombé sur la table, tu l'as regardé. Tu l'as pris et tu l'as remis là où il devait être. Tu l'as remis là où il devait être et tu as vu que ma tête se tournait au fur et à mesure que tu prenais le couteau. Quand tu as pris le couteau sur la table, tu as vu que je regardais la table. Quand tu as pris le couteau et que tu l'as mis dans le porte-couteau, tu as vu que ma tête était partie vers le porte-couteau, qu'elle regardait vers le porte-couteau. Tu regardais mes yeux et au contraire, tu ne regardais pas ma tête.
Tu ne regardais pas mon visage, tu ne regardais pas ma tête, ni les gestes que je faisais. Tu regardais mes yeux, où est-ce qu'ils regardaient, pour savoir de quoi j'étais triste. Quand j'ai posé les couteaux par terre, et sur le plan de travail, que je les ai repris, que je les ai mis dans le porte-couteau qu'il y avait juste sur le plan de travail en face de moi, dans la cuisine, tu m'as regardé. J'ai regardé tes yeux. J'ai regardé tes yeux qui étaient remplis d'amour. Tes yeux étaient remplis d'amour, de joie de vivre. Tu t'es tourné vers moi, et à ce moment-là, tes yeux étaient presque vides. Quand tu t'es tourné vers moi, tes yeux étaient presque vides. J'ai regardé tes yeux, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Il n'y avait plus une once de joie, plus une once de vie. Il n'y avait juste plus rien. C'est comme si j'arrivais à travers tes yeux à voir le noir complet, pas celui qu'il y a quand on éteint la lumière, le noir complet, le noir total. Tu m'as regardé et tu as versé une larme. J'ai repris le couteau par terre et je l'ai déposé sur la table. Sur la table, je l'ai déposé et tu l'as regardé. Je me suis mis devant toi pour que tu ne puisses pas le voir. Tu t'es approché de moi et tu pleurais tout le temps. Tu t'es approché de moi, tu pleurais tout le temps, encore. Quand tu t'es mis tout près de moi, tu pleurais encore un peu. Je me suis mis face à toi et j'ai essuyé tes larmes. Quand je me suis mis face à toi, j'ai posé mes mains délicatement sur ton bassin. Je les ai remontées jusqu'à tes côtes et je les ai posées délicatement sur tes côtes. Quand j'étais face à toi, j'ai retiré mes mains de tes côtes et je les ai montées jusqu'à tes épaules. Je les ai posées délicatement sur tes épaules. J'ai retiré mes mains, je t'ai regardé. Je t'ai embrassé, et quand j'ai posé délicatement mes mains sur tes épaules, j'ai retiré mes mains. Je t'ai regardé, toi, pendant un court instant. Ensuite, après ce court instant, j'ai posé mes mains, juste sur ton visage. J'ai posé le point de ma main sur ton visage. Je t'ai regardé, toi, et en posant le point de ma main sur ton visage, j'ai ouvert les doigts, j'ai ouvert la main, et j'ai essuyé avec mon pouce la larme que tu avais juste en dessous de l'œil. J'ai essuyé avec mon pouce la larme que tu avais juste en dessous de l'œil. La larme que tu avais juste en dessous de l'œil, je l'ai essuyée avec ma main. J'ai posé ma main et le dos de ma main. J'ai posé le poing de ma main contre ta joue. Le poing de ma main s'est alors ouvert comme une fleur, et mon pouce a essuyé les larmes que tu avais sur le visage. Mes 4 autres doigts se sont posés contre ta joue, et ont fait une légère caresse sur ton visage. Mes 4 autres doigts ont fait une légère caresse sur ton visage, et se sont posés contre toi. J'ai fait une légère caresse contre ton visage, et j'ai posé mes mains contre toi. Je les ai descendues jusqu'à tes épaules, et je les ai posées délicatement sur tes côtes. Ensuite, j'ai été déposer mes mains délicatement sur ton bassin. Je les ai reposées sur tes côtes et je me suis rapproché de toi. Je t'ai embrassé, et en t'embrassant, j'ai passé ma main dans ta nuque à l'arrière. Je l'ai redescendue le long de la colonne vertébrale. Je l'ai remontée en repassant mes mains le long de ta colonne vertébrale. Jules, je t'ai regardé longtemps, Jules. Le long de ta colonne vertébrale, je t'ai regardé très longtemps, Jules, en gardant ma main contre ton dos. J'ai passé ma main alors contre tes épaules. Quand j'avais ma main contre tes épaules, Jules, je t'ai regardé longtemps. Assez longtemps pour savoir que tu étais triste. Tu n'avais pas pris les couteaux pour rien. J'ai gardé ma main le long de ta colonne vertébrale. J'ai été poser ma main le long de ton coccyx, et j'ai gardé ma main le long de ton coccyx. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu as pris ce couteau. Tu m'as répondu pour une seule raison. J'ai écouté cette raison attentivement, et tu es venu me la murmurer à l'oreille. Moi aussi j'ai versé une larme quand tu es venu me la murmurer à l'oreille. Quand tu es venu me la murmurer à l'oreille, moi aussi je t'ai murmuré la raison pour laquelle je suis venu. Je t'ai murmuré à l'oreille que la raison pour laquelle je suis venu, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre nous deux. Je t'ai demandé si tu voulais qu'on parle, tu as regardé par la fenêtre, il pleuvait, tu as juste écouté le bruit
Tu as juste écouté le bruit de la pluie et le bruit de chaque goutte d'eau qui venait impacter le sol et tu as juste écouté le bruit de chaque goutte d'eau qui venait impacter le sol, impacter les fenêtres et qui venait frapper de plein fouet les fenêtres. Tu as écouté chaque goutte d'eau qui venait frapper de plein fouet les fenêtres, qui venait s'écraser sur les fenêtres, tu les as regardées. Tu as posé ta main sur moi entre mes deux pectoraux et tu l'as descendue jusqu'à mon ventre. À ce moment-là, tu as arrêté ta main. Tu as arrêté ta main à ce moment-là, juste au niveau de mon cœur. Tu as arrêté ta main au niveau de mon cœur et tu as écouté battre les pulsations de mon cœur par minute. Toutes les minutes, j'ai écouté les pulsations de ton cœur. J'ai écouté les pulsations de ton cœur toutes les minutes. Elles s'accéléraient de plus en plus. Je sentais que tu étais bouleversé. Je sentais que tu étais stressé et que quelque chose n'allait pas. J'ai gardé ma main sur ton cœur comme toi tu as gardé la main sur la mienne. Je me suis reculé. Je t'ai mis un peu plus contre moi et j'ai posé mes mains contre tes hanches. J'ai posé mes mains contre ton bassin et je les ai montées jusqu'à tes côtes. Posant mes mains sur tes côtes, je les ai gardées un peu plus contre tes côtes, mais je n'ai pas appuyé. Je n'ai pas appuyé et j'ai gardé mes mains contre tes côtes. Je t'ai rapproché de moi et je t'ai embrassé une nouvelle fois. Je t'ai parlé de quelque chose, je t'ai murmuré quelque chose à l'oreille. Et je t'ai dit quelque chose que je ne t'avais jamais dit auparavant. Ensuite, j'ai monté mes mains et je les ai posées sur... Ensuite, j'ai monté mes mains, je les ai posées légèrement et délicatement j'ai posé mes mains contre tes épaules. Tu étais tout proche de moi. À cet instant-là, tu étais tout proche de moi et tu essayais pertinemment de regarder dehors, de regarder les gouttes d'eau et la pluie qui tombaient du ciel. Je reprenais ton visage et je reprenais ton regard pour pouvoir faire en sorte qu'il reste près de moi et pour pouvoir faire en sorte que ton regard ne regarde que moi, qu'il ne regarde pas l'extérieur, qu'il ne regarde pas les gouttes d'eau, qu'il ne regarde rien d'autre que moi, même pas l'extérieur, même pas les gouttes d'eau et encore moins le bruit de la pluie à l'extérieur. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé. Tu m'as murmuré un merci à l'oreille et tu es parti. Je suis resté dans le couloir, la lumière éteinte, et je t'ai regardé par... Je suis resté dans le couloir, la lumière éteinte. La lumière éteinte, je suis resté dans le couloir, je t'ai regardé partir. Une larme est tombée de mon visage. Une larme est tombée de mon visage. Et cette larme, elle est restée là sur mon visage. Traversant toute ma joue, elle est restée là sur mon visage. Cette larme qui est tombée de mon visage, je savais que tu étais malheureux. Mais ce qui me faisait pleurer, ce n'était pas que tu étais malheureux. Ce qui me faisait pleurer dans le noir, dans ce couloir, ce n'était pas que tu étais malheureux. C'était simplement que je n'avais pas la solution pour te rendre heureux. Je n'avais pas la solution pour te rendre heureux. J'étais perdu dans un couloir éteint dans lequel il n'y avait plus de lumière, et je n'avais pas de solution pour te rendre heureux. Tu es resté là, tu as discuté avec moi, tu m'as dit des choses que tu ne m'avais jamais dit auparavant. Je suis resté dans ce couloir noir et tu es revenu une demi-heure après. Tu as posé tes mains sur mes épaules et tu m'as murmuré que tu n'avais pas besoin d'avoir de solution pour pouvoir te rendre heureux. Tant que tu es avec moi, que tu sois heureux ou pas, c'est la solution. Je suis resté là et les larmes ont disparu. Tu les as essuyées de mon visage avec ton pouce. Tu as mis ton poing contre mon visage, ton poing s'est ouvert comme une fleur qui éclot. Ton poing contre mon visage s'est ouvert légèrement. Contre mon visage, ton poing s'est ouvert légèrement comme une fleur qui éclot et qui se montre au printemps. Comme une fleur qui se montre au printemps, ton poing s'est légèrement éclos. Il s'est montré à la lumière du jour, et tu as posé tes 4 doigts contre mon visage. Délicatement, tu as posé une petite caresse. Tu t'es avancé vers moi, et tu as mis toute ta main délicatement contre mon épaule. Tu t'es avancé, tu m'as embrassé. Ensuite, tu m'as murmuré à l'oreille que tu n'avais besoin de rien. Que tu n'avais besoin de rien pour être heureux, car tu m'avais déjà moi. Ce matin-là, le soleil frappait à la fenêtre. J'étais en train de dormir et je ne voulais pas me lever. Toi, tu t'es levé comme d'habitude aux aurores. Comme d'habitude, tu t'es levé aux aurores, sans me prévenir. 1 heure avant, on dormait en petite cuillère et tu ne t'étais pas levé. Tu te lèves aux aurores et tu me laisses comme ça, dans le lit. Tu me laisses dans le lit, seul. Tu te lèves aux aurores et quand j'arrive dans le salon, je vois une fenêtre, ouverte. Je regarde par la fenêtre.
Et tu es là, dans le jardin, au milieu. Tu es au milieu du jardin et tu es déjà prêt et tu me regardes. Tu me fais un signe, et moi, je me lève, je me mets sur le côté du lit, assis, le dos redressé vers l'arrière. Le dos redressé vers l'arrière sur le côté du lit. Je te regarde, assis par terre, les pieds par terre que je frotte les uns contre les autres. Je mets mon pied sur mon autre pied, je le frotte l'un contre les autres. Je regarde par la fenêtre en même temps, je lève la tête, je respire. Je respire une fois et je sens que l'air est frais. Je respire une deuxième fois. Je te rejoins dehors et tu me dis une seule chose. Qu'est-ce que t'en penses? Je te regarde et je te dis de quoi? Tu me regardes et tu t'approches de moi. Tu me dis de ça, en soulevant un drap blanc. En soulevant un drap blanc qui était suspendu. Tu me dis qu'est-ce que tu penses de ça? Je regarde et je vois un abri de jardin. Je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur et tu me pousses à rentrer à l'intérieur. Tu m'expliques alors comment tu l'as fait. Je t'écoute avec attention et je me mets par terre. Je me mets par terre, tu m'écoutes avec attention quand je te pose la question comment est-ce que tu l'as fait. Tu commences à expliquer et tu dis j'ai tout d'abord installé le sol. Et je commence à te parler en même temps que toi tu me parles. Tu me dis j'ai mis une latte en bois, une deuxième, une autre et une autre, toujours plus proches les unes des autres. Les deuxièmes, je les ai passées au-dessus. Et encore au-dessus. Je t'écoute attentivement et tu m'écoutes. Et tu me donnes tout ce que tu as fait. Tu m'écoutes attentivement moi quand je pose des questions. Et moi je t'écoute attentivement quand tu me parles de comment tu as fait ça. Je te regarde et à ce moment-là, je te dis, quand est-ce que tu as eu le temps de faire ça? Tu me regardes, tu t'assieds sur le bord. Il y a un petit escalier à 3 marches. Tu t'assieds sur cet escalier. Tu me regardes. Tu mets tes mains sur tes genoux. Tes jambes sont pliées. Tes jambes sont pliées et sur la 3e marche. La 3e marche. Tu es assise dessus. La dernière marche, la première. Tes jambes sont dessus. Tu es assis et tu me regardes. Tu mets ta main à l'arrière sur les planches en bois et tu me dis que tu as fait ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Tu me regardes avec un air bizarre. Je te demande pourquoi. Et je te dis, en plus, c'est toi qui m'as demandé à avoir ça. Tu te lèves et tu t'assieds finalement à côté de moi. Tu t'assieds finalement à côté de moi, de l'autre côté. Tu me regardes avec un air bizarre et tu me demandes, quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Tu te lèves, tu es dans le jardin, tu te lèves et tu traverses ces longs câbles sur lesquels il y a des draps blancs qui pendent. Tu traverses ces longs câbles qui vont à tort et à travers du jardin. Il y en a un qui relie un grand mur en briques, derrière lequel il y a le salon. Un autre relie ce mur-là avec un autre mur, dans lequel il y a un atelier. Il y a un grand drap blanc dessus, qui pend. Je vois que tu le soulèves et que tu passes au travers en t'abaissant. En t'abaissant et en passant la tête au travers du drap. Tu le soulèves avec ta main. Tu passes entre et tu vas de l'autre côté. Je te suis, je fais la même chose. Je prends le drap blanc, je le soulève et je le mets en arrière. J'arrive de l'autre côté, je te regarde. Tu restes là face à un grand mur. Je te demande qu'est-ce que c'est que ce mur. Tu te mets contre et tu t'appuies. Tu croises les jambes. Tu croises les jambes, t'en gardes une par terre contre le sol. Tu me regardes et je vois que le drap blanc derrière moi est tombé. Il y a une autre ligne sur laquelle on peut pendre du linge. Il y a une autre ligne, une corde rigide, raide,
sur lesquels on peut pendre du linge propre, et blanc, qui relie l'atelier jusqu'à ce mur sur lequel tu as appuyé. Je regarde ce mur sur lequel tu as appuyé. Tu te mets à côté de moi, et je vois que tu étends un drap blanc, sans rien me dire, sans même répondre. Tu étends ce drap blanc et tu me demandes de venir t'aider. Je viens t'aider et je tire de mon côté. Il est étendu et il est sur le câble. Il est sur la corde raide. Il est sur la corde, la ficelle, la corde raide, qui raccroche ce mur sur lequel tu étais appuyé et qui raccroche le mur sur lequel il y a derrière. Ce mur sur lequel il y a derrière l'endroit dans lequel tu travailles toi, l'atelier. Je vais alors derrière la porte de l'atelier. J'ouvre la porte de l'atelier et je rentre. Tu me rejoins. Tu me rejoins et tu te poses sur une chaise dans l'atelier. Il y a cette chaise sur le côté. Il y a cette chaise solitaire sur le côté. Tu te mets dessus. Tu te poses dessus et tu t'inclines un peu en arrière. Tu t'inclines un peu en arrière sur cette chaise solitaire et tu restes là, tu me regardes. Moi, je commence à marcher et je regarde tous les draps blancs qu'il y a dehors. Tous les draps blancs suspendus à la corde raide, je les regarde dehors. Je les vois bouger légèrement, très légèrement et infiniment. Je les vois bouger et virevolter avec le vent. Tu ne me dis rien, tu continues à te pencher en arrière sur cette chaise solitaire. Je regarde par la fenêtre, tu me prends par la main et tu arrives à côté de moi à la fenêtre. Tu me prends par la main et moi je serre un peu plus ta main. Toi, tu gardes ta main simplement à l'intérieur de la mienne. Je sens que ta main chaude, la paume de ta main qui est chaude, est contre la mienne. Je sens la chaleur de ta main qui est contre la mienne, la paume de ta main qui se resserre très légèrement contre la mienne, et moi qui resserre très légèrement ma main contre la tienne. Je regarde dehors et tu regardes exactement là où je regarde. On regarde tous les deux l'abri de jardin. À l'intérieur de l'abri de jardin, il y a cette table sur laquelle il n'y a encore rien. Tu regardes cette table aussi sur laquelle il n'y a encore rien à l'intérieur de l'abri de jardin. Juste au milieu du jardin, entre les trois murs. Tu regardes cet abri de jardin blanc, en bois que tu as construit, les 4 marches sur lesquelles tu t'étais assis. Tu regardes le parquet sur lequel tu as posé ta main quand tu m'avais parlé. Quand tu m'as parlé, le parquet sur lequel tu as posé ta main, tu le regardes. Tu tournes la tête vers moi et tu me regardes. Tu passes ton poing très légèrement et les phalanges de ta main contre ma joue. Tu me caresses et tu ouvres tes mains comme une fleur qui éclot. À ce moment-là, tu me caresses avec tes 4 doigts et tu me caresses très légèrement la joue. Tu me demandes un instant après un court silence, tu me demandes, est-ce qu'on n'irait pas dans le salon, dans l'abri de jardin, poser 2 verres? Est-ce qu'on n'irait pas tout simplement dans le jardin, dans l'abri de jardin, poser 2 verres sur la table, prendre une bouteille de vin rouge et s'en servir 2 verres? Tu me regardes et tu files à la cuisine chercher 2 verres. Sans même réfléchir à ce que je viens de te dire, tu files chercher 2 verres à la cuisine. Tu les déposes devant nous par terre. Je saisis les verres et je les prends. Je saisis les verres à vin par terre et je les prends comme des verres à cognac. Je vais dans le jardin, tu me suis, tu ouvres la porte et tu la refermes derrière toi. Je dépose les verres dans l'abri de jardin, sur la table vide sur laquelle il n'y avait rien. Tu saisis alors la bouteille de vin que j'ai déposée par terre à l'extérieur. Tu la prends par terre sur le côté, tu ouvres le bouchon et tu te sers un verre de vin en même temps que tu te sers mon verre de vin. Je saisis mon verre de vin comme un verre de cognac. Je saisis mon verre de vin comme un verre de cognac. Je le prends entre mes doigts, par le pied du verre. Par le pied du verre, je le prends entre mes doigts, et je le saisis sur le côté avec mon pouce. Je bois une gorgée et toi tu le prends comme un verre à vin. Tout simplement, tu le prends avec le poing. Par le pied du verre, tu le prends avec le poing. Moi, je le prends comme un verre à cognac. Je saisis le verre entre mes 4 doigts, et je le prends avec le pouce sur le côté.
Tu me regardes et tu me demandes pourquoi est-ce que je prends mon verre de vin comme un verre à cognac. Tu prends ton verre de vin normalement avec le poing et tu le saisis. Comme moi, tu bois une gorgée et tu restes dans l'abri du jardin, assis par terre juste à côté de la chaise sur laquelle je t'ai demandé de t'asseoir. Tu restes là un instant et tu me regardes. Tu te tais, tu déposes ton verre à côté de toi et tu me regardes un instant. Tu restes silencieux. Et moi, je n'ai rien d'autre à dire, je laisse le silence faire et je reste silencieux aussi. Ce matin-là, je suis réveillé par un bourdonnement. Je suis réveillé par un bourdonnement et je me lève. Toi, tu dors toujours et tu es dans la chambre. Tu es allongé sur le lit qui est face à la fenêtre. Tu dors très légèrement, presque comme si tu ne dormais pas. Presque comme si tu ne dormais pas, tu dors très légèrement. Je me lève et je suis réveillé par un bourdonnement. Je te vois dormir, tu es en boxeur noir. Je me lève et je marche. Essayant de ne pas faire de bruit, je rejoins alors la douche, à côté, la porte juste à côté. Je rejoins cette porte, je l'ouvre, essayant de ne pas non plus faire de bruit. Je pose ma main dessus. Une fois que j'ai ma main sur la poignée, j'ouvre la porte. Je rentre à l'intérieur. Tu dors toujours? J'avance, je suis en boxeur noir. J'enlève mon boxeur et je vais sous la douche. Jules, pourquoi tu dors, Jules? Je suis sous la douche et je t'entends dormir. Mais pourquoi est-ce que tu dors, Jules? Je me suis levé. Tu es en train de dormir et tu te réveilles seulement quand je suis face à la vitre. Tu me regardes et tu t'approches de moi. Tu mets ton épaule par-dessus mes épaules à moi. Bras dessus, bras dessous, tu mets ton épaule par-dessus mes épaules. Tu te penches contre moi et tu me demandes ce que je regarde. Tu mets tes jambes un petit peu entre mes jambes. Un petit peu, tu mets tes jambes entre mes jambes. Moi, je suis debout et je regarde à l'extérieur. Il pleut. C'est comme si à l'extérieur, dehors, les arbres, c'est comme si les falaises, c'est comme si les nuages, les bâtiments, les immeubles pleuraient aussi. C'est comme si les bâtiments, les immeubles pleuraient aussi. Les arbres, les maisons, les falaises, tout ça. Il y a ce morceau de falaise qui dépasse de la vitre. De la vitre, il y a ce morceau de falaise qui dépasse, sur lequel il y a une plante grimpante. Cette plante grimpante est assez spéciale parce que de l'intérieur de la chambre, même si elle est là et qu'elle est à l'extérieur, cette plante grimpante sur ce rocher, j'arrive à sentir qu'elle est agrippée, accrochée à ce rocher, et qu'elle pousse très lentement, et que ce n'est pas pour rien qu'elle pousse très lentement, comme ce n'est pas pour rien que l'évolution de l'homme se passe très lentement. Elle s'agrippe et pousse très lentement. Moi, quand je me lève chaque matin et que je la regarde, que je suis de l'autre côté, quand je suis de l'autre côté et que je la regarde, j'arrive à sentir qu'elle pousse très légèrement, qu'elle avance et qu'elle s'agrippe de plus en plus à ce rocher. J'arrive à voir les nuages qui passent juste devant les immeubles et qui cachent toute la vue de la ville qu'il y a tout au fond, cette ville dont j'ignore le nom. Les nuages et les gros nuages, les grands nuages qui sont devant moi, qui comblent le ciel. Les grands nuages qui comblent le ciel sont juste au-dessus de moi. J'arrive à les voir et à les sentir. Ils pèsent un poids très lourd juste au-dessus de notre maison. Juste au-dessus de notre maison, ils pèsent un poids très lourd, mais ils sont là. Je n'arrive plus à voir les immeubles, ils sont cachés par la brume, par une fumée noire. Ils sont cachés par une fumée noire, par tant de nuages que je n'arrive plus à les voir. Il y a ce gros nuage, ces plusieurs nuages qui n'en font qu'un seul, tous ces nuages qui sont en train de s'allier les uns aux autres,
qui ne font plus qu'un grand nuage noir, pèsent sur notre maison. Ils pèsent tous les uns après les autres sur notre maison. J'ai l'impression qu'ils peuvent rentrer dans la chambre. Je suis face au miroir. Tu rentres dans la salle de bain et je suis face au miroir. Je me regarde moi. Tu te mets derrière moi et tu mets ta main. Tu mets ta main dans la poche de mon jeans arrière. Dans la poche arrière de mon jeans, tu mets ta main et tu te mets derrière moi. Tu gardes ta main dans la poche arrière de mon jeans et tu restes là. Tu lèves ta main et tu l'enlèves de la poche de mon jeans. Tu la lèves un peu plus et tu la mets sur mes côtes. Tu la déposes délicatement et tu gardes enfin tes mains le long de mes côtes. Elles montent très légèrement jusqu'à arriver à mes épaules et tu gardes ta main très délicatement posée, presque comme si tu ne me touchais pas. Presque comme si tu ne me touchais pas, tu gardes ta main sur mon épaule, délicatement posée. Je viens me mettre contre toi et je t'explique que j'ai l'impression d'être mal, parce que dehors il fait gris. Comme dehors il fait gris et qu'il pleut, j'ai l'impression d'être mal. J'ai l'impression que tout ne va pas, que tout va de travers. J'ai l'impression que tout va de travers et tu m'expliques alors que rien ne va de travers. Tu me prends par les côtes en posant délicatement ta main. En posant délicatement ta main, tu me prends par les côtes. Tu me regardes et tu verses une larme. Tu verses une larme qui tombe de ton œil, qui coule le long de ta joue. Une larme très légère, à tel point que je ne la vois pas. Tu t'approches de moi. Tu t'approches de moi et tu me regardes. Tu me dis que tant que le ciel sera gris, tant que tu seras là, rien ne changera. Tu m'expliques que tant que le ciel sera gris, et tant que je serai là avec toi, rien ne changera. Le ciel peut être éclairé par un soleil énorme et jaune. Le ciel peut être éclairé par un soleil énorme et jaune. Il peut être éclairé par une lumière blanche, des rayons de soleil qui tombent du ciel et qui frappent contre la vitre. Il peut être illuminé par la lune le soir. Il peut être illuminé par la lune le soir qui se pose juste au-dessus de nous à l'horizon. À l'horizon, elle peut se poser juste au-dessus de nous, en face de la vitre. Le soir, le ciel peut être éclairé par la lumière de la lune autant que celle du soleil. Tant que tu es là, ça restera la même chose. Tu retournes dans le lit, tu te couches, et tu t'effondres de fatigue. Je me mets contre toi, en cuillère, et je reste là. Je reste là, je me mets contre toi, en cuillère, et je te murmure les paroles de mon livre. Je te murmure les paroles de mon livre, page après page. Tu t'endors à chaque fois que tu entends une page qui se tourne. À chaque fois que tu entends une page qui se tourne et que je te murmure les paroles de mon livre, que je te murmure ce qu'on a écrit et ce que je suis en train de lire. Je suis contre toi, tu es en boxer noir. Je suis torse nu et en boxer noir. Toi, tu es en boxer noir avec un t-shirt blanc. Avec ton t-shirt collant V blanc, tu ne l'as pas enlevé. Tu es en boxer noir et tu restes contre moi en petite cuillère. Tu continues à écouter mes paroles et mes murmures dans tes oreilles, et je te murmure alors ce que je lis dans mon livre. Je te murmure ce que je lis dans mon livre et les paroles qu'il y a décrites. Chaque fois que tu entends une page qui se tourne, tu t'endors un peu plus. À cet instant où je te vois tourner la tête, je sais que tu as une idée en tête. Je te regarde, on marche au bord de la route. La route est longue, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. J'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. La route est longue. On marche, et à un moment on arrive à un pont qui passe au-dessus d'une rivière. Je vois que tu as l'air intéressé. Tu regardes ce pont comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant, que c'était la première fois que tu l'avais vu, et que c'était quelque chose de très important pour toi. Tu regardes ce pont et tu restes là, juste devant. Un instant. Un instant, tu restes là, juste devant, tu regardes le pont, mais tu n'avances pas. Tu ne mets même pas ton pied dessus. Tu ne mets même pas ton pied dessus. Tu regardes juste le pont. Je viens à côté de toi, et je te demande à quoi tu penses. Tu me réponds quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu me dis, qu'est-ce que tu penses qui va y arriver?
Qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand on sera arrivé de l'autre côté? Je te regarde et je ne sais pas quoi répondre. On passe le pont et on marche. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Quand on traverse le pont et qu'on marche, tu enjambes le pont, tu enjambes les barrières qu'il y a sur le côté. Tu les enjambes et tu te mets sur le pont. Tu regardes l'eau qui passe en dessous. Je te regarde et je te prends par l'épaule. Je te demande quand même ce que tu veux faire, et tu me dis je veux juste m'asseoir et regarder. Je sais que tu es dans une mauvaise période, ça se voit dans tes yeux. Alors je te demande, tu en es vraiment sûr? Tu en es réellement sûr? Tu me regardes, tu enjambes, tu regardes dans le vide un instant. Après tu décroches ton regard, et tu lèves le regard, et tu regardes vers le haut. Tu regardes vers le haut, tu t'assieds, tu laisses pendre tes jambes dans le vide. Tu me regardes et tu tournes la tête. Tu me fais un geste de la main pour pouvoir me dire de te rejoindre. Je te rejoins et je m'assieds sur le bord du pont. J'entends l'eau passer. Je laisse tomber mes jambes dans le vide. Je te regarde et je te dis finalement que c'est plutôt sympa. Tu me regardes, tu m'embrasses, tu passes ta main derrière ma nuque. Tu gardes ta main derrière ma nuque et tu la remontes dans mes cheveux. Un peu plus au-dessus de ma tête, tu me caresses les cheveux et tu la redescends dans ma nuque. Tu m'embrasses une deuxième fois. Tu déposes tes lèvres contre ma nuque. Tu déposes tes lèvres contre ma nuque et tu restes là. Tu embrasses mon cou, tu embrasses mon épaule. Tu me fais un baiser sur les lèvres, tu m'embrasses sur les lèvres. Après, sur la joue, et tu passes de mon visage à ma joue, à mon épaule. Tu embrasses mon épaule et tu embrasses ensuite mes côtes. Je te regarde et tu me prends par les épaules. Tu me pousses très légèrement et j'atterris dans l'herbe. Une fois dans l'herbe, tu embrasses mes lèvres. Après mes lèvres, tu embrasses ma joue. Après que tu aies embrassé ma joue, je te regarde, je rigole très légèrement. Je rigole très légèrement et tu embrasses ma joue, le dessus de mon œil, mon arcade sourcilière, mon épaule. Tu embrasses mes bras. Tu prends mon bras et tu le plaques contre le sol. Tu prends mon bras, tu le plaques contre le sol et tu mets ta main à mon poignet. Tu gardes ta main à mon poignet et tu embrasses mon bras. Tu remontes en faisant des baisers jusqu'à mon épaule. Ensuite, tu m'embrasses moi et tu embrasses ma nuque. Tu me réembrasses sur les lèvres et tu me regardes. Couché dans l'herbe, je te regarde et je te demande qu'est-ce qu'il y a. Tu me regardes mais tu ne réponds pas tout de suite. Tu reviens t'asseoir sur le bord du pont. Tu reviens t'asseoir sur le bord du pont. Tu laisses tomber tes jambes dans le vide et tu regardes. Quand il y a un bateau qui passe juste en dessous de nous, tu le regardes passer. Tu essayes de voir le fond du pont. Tu essayes de voir en dessous. Tu t'abaisses un peu plus, je mets ma main sur tes épaules. Je mets ma main sur tes épaules. Je garde ma main sur tes épaules et je te dis, attention, ne t'abaisse pas trop, tu risquerais de tomber. Tu me prends par l'épaule, tu mets ta main dans ma nuque, tu m'embrasses comme tu l'as fait sur l'épaule et puis sur la nuque. Ensuite, tu m'embrasses sur les lèvres et tu me murmures à l'oreille qu'il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Je te regarde, mais quand même avec un regard inquiet. Tu m'embrasses une nouvelle fois et tu me murmures à l'oreille, ne sois pas inquiet. Tu t'abaisses un peu, mais je garde mes deux mains sur tes épaules pour ne pas que tu tombes en avant car j'ai peur. Je reste derrière toi et je te regarde faire, tu essayes de voir en dessous. Tu essayes de voir en dessous du pont, là où le bateau va passer. Tu essayes de voir en dessous du pont, là où le bateau va passer. Le bateau passe très légèrement et tu regardes la marque qu'il laisse dans l'eau. Tu regardes la marque qu'il laisse dans l'eau, le mouvement des vagues. Tu regardes ce qu'il laisse derrière lui. Une marque de mousse blanche dans l'eau. Le moteur qui laisse
des bulles blanches, des bulles d'air blanches. Et tu regardes ça. Tu regardes la marque qu'il laisse dans l'eau, le mouvement des vagues qui change légèrement. Le mouvement des vagues change légèrement. Il faisait un cercle, le mouvement des vagues, et passait dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vois que quand le bateau passe, il laisse le même mouvement, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu regardes ce dernier mouvement et cette dernière trace de là où le bateau est passé. Tu te retournes, tu me prends la main et tu passes le pont. Une fois de l'autre côté, je vois que tu enjambes une rivière. Une fois de l'autre côté, je vois que tu enjambes une petite rivière qui se vide à l'intérieur du fleuve. Derrière toi, tu passes la forêt. Derrière toi, tu laisses le chemin et tu passes la forêt. Tu me tiens par la main, je ne suis pas sûr d'y aller avec toi, mais tu me tiens par la main. Alors j'y vais. Je ne suis pas sûr de où je suis, de si je vais aller jusqu'au bout, de si je vais te rejoindre jusque là où tu vas. Tu t'assieds face à une écluse et tu attends que l'eau se remplisse et se déverse dans le fleuve. Tu me regardes et tu me dis, est-ce que ce n'est pas splendide? Je te regarde avec un regard incertain. Et je regarde l'écluse qui déverse l'eau et qui se remplit après. Un bateau passe et est surélevé par le courant de l'eau qu'il y a dans l'écluse. De l'autre côté, tu regardes simplement cette grande usine qu'il y a de l'autre côté. Et tu me réponds, non, ce n'est pas magnifique, à cause de l'usine qui déverse des produits chimiques. Je te regarde avec un air amoureux. Avec un air amoureux, je te regarde et je te dis, tu as le don de tout foutre en l'air. Je te dis, tu as le don de tout foutre en l'air et tu me regardes amicalement. Amicalement, tu me regardes. Quand je te dis que tu as le don de tout foutre en l'air, tu hausses les épaules. Tu souris très légèrement d'un sourire en coin. Tu me regardes, tu dis « je sais » et tu te lèves. Tu continues à marcher le long de l'écluse qui se remplit et qui se déverse. Le long de l'écluse qui se remplit et qui se déverse. Les produits chimiques et toxiques qui se déversent dans l'eau. La fumée noire, grise, presque épaisse qu'il y a au-dessus de toi ne te font pas peur. Tu me regardes et à ce moment-là, tu te tournes vers moi. Tu te tournes vers l'écluse et tu te retournes vers l'usine qu'il y a juste en face. Les produits chimiques qui sont déversés dans la mer ne te font pas peur. Les produits toxiques qu'il y a au-dessus de toi ne te font pas peur. Ce gros nuage noir qui te cache, ces produits chimiques qui sont toxiques, qui se déversent dans la mer, ne te font pas peur et tu les regardes attentivement, comme si tu avais quelque chose à me dire après, qui serait d'une importance capitale. Tu te retournes vers l'usine et tu te retournes vers moi, comme si tu avais quelque chose à me dire qui était d'une importance capitale. Je me retourne comme toi vers l'usine et je te regarde avec un air simple. Tu regardes les produits chimiques qui sont déversés dans l'eau par l'écluse, qui se remplit d'eau et qui ensuite se déverse dans le fleuve. L'écluse est remplie à tel point qu'elle ne pourrait plus supporter le poids de l'eau qu'il y a à l'intérieur. Tu me regardes tristement et tu me dis, tu as pensé à tous les produits chimiques qui sont déversés dans ce fleuve, les poissons qu'il y a en dessous, et toutes les personnes qui viennent sûrement jeter leurs mégots de cigarettes par-dessus le fleuve, juste dans l'écluse qui déverse toute cette eau à l'intérieur. Je te regarde et à ce moment-là, je me retourne vers l'usine. Je repars et je te prends par la main très légèrement. Il faut rentrer le soir, tout autour de nous. Le vent s'estompe un petit peu plus. Il s'estompe un petit peu plus et disparaît de plus en plus. Je suis à la fenêtre et je le regarde. Par contre, le vent qui disparaît laisse la place à l'intérieur, à l'obscurité. Il laisse la place à l'intérieur, à l'obscurité, qui rentre. Elle rentre sans souci, comme si tu venais de lui ouvrir la porte. Jules, tu te rapproches de moi et tu me regardes. Tu me regardes avec un regard si poétique. Ton regard est si poétique, si simple, si beau,
Je regarde ton regard, pendant que toi tu regardes ma manière de réagir. Le vent disparaît, il disparaît un peu plus. Le vent lui disparaît un peu plus, et moi je regarde tes yeux. À ce moment-là, il n'y a plus de vent du tout, comme s'il s'était arrêté d'un seul coup. Il n'y a plus de vent comme s'il s'était arrêté d'un seul coup. Et j'arrive à voir de l'autre côté. J'arrive à voir la ville. J'arrive à voir les bâtiments. J'arrive à voir ce grand immeuble de plusieurs centaines d'étages qui touche le ciel. J'arrive à voir la tour encore plus grande derrière, qui elle aussi touche le ciel. Cette tour-là qui a la possibilité de toucher le ciel, mais de cacher l'horizon. Il y a une autre petite tour de presque le même étage, de presque le même nombre d'étages que la tour que j'avais vue. Elle reste là, et je vois ces tours et cette ville de l'autre côté. Tu te mets à côté de moi. Le vent s'arrête. Je suis à côté de toi dans le lit. Je suis à côté de toi dans le lit. Je te regarde. Je dégage tes cheveux avec ma main. Avec ma main que je viens poser légèrement avec mes phalanges contre tes joues. Je viens poser légèrement mes phalanges contre tes joues. Je viens poser mon poing contre tes joues très légèrement. Le dessus, le dos de ma main contre toi. Mes phalanges sont posées très légèrement contre tes joues. Je fais quelques petites caresses. Je fais une caresse, une troisième, et puis une quatrième. Ensuite, j'enlève ma main. Je dégage tes cheveux. Je caresse avec mon doigt très légèrement tes sourcils. Je caresse tes yeux, et très légèrement avec mon doigt tes sourcils. Je te dis que je vais partir dans la douche. Tu me regardes avec un regard perdu. Je te dis je vais partir dans la douche. Je descends ma main le long de ta jambe, et je m'arrête au niveau de ton genou. Je m'arrête au niveau de ton genou, je descends ma main le long de ta jambe et je la pose. Je vais dans la douche, et tu entends quelque chose en métal. Tu entends quelque chose en métal, quelque chose en fer, quelque chose de solide, à l'intérieur de la salle de bain, tu entends quelque chose en métal, quelque chose de solide, quelque chose en fer. Tu te demandes alors ce que c'est, mais tu es effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu rentres et tu me regardes. Tu ouvres le rideau de douche. Je suis nu. Tu es en boxeur noir. Tu te rapproches de moi. Je suis nu. Tu me regardes. D'abord, tu prends le temps de regarder mon corps. Tu rentres après avoir pris le temps de regarder mon corps. Tu refermes le rideau de douche derrière nous. Tu regardes la porte si elle est bien fermée. Tu l'as fermée, et à ce moment-là, tu me demandes ce que c'était ce bruit. Je ne te dis rien, mais je cache en arrière et derrière moi. Vers l'arrière, je pousse quelque chose avec le talon de mon pied. Avec le talon de mon pied, je pousse quelque chose. Tu vois que je pousse cette chose, mais que je serre les dents. J'ai mal. J'ai mal quelque part, tu ne sais pas où, tu es en train de regarder mon corps. Tu regardes mon corps encore plus que quand tu étais rentré dans la baignoire. Tu regardes mon corps encore plus que quand tu es rentré dans la baignoire, quand tu es rentré sous la douche. Tu le regardes encore plus. Tu mets tes mains contre mes côtes, contre mon bassin. Tu les montes à mes épaules, tu m'embrasses et tu me murmures à l'oreille « Qu'est-ce que tu as dans la baignoire que je ne sais pas ?» Je ne te dis rien, et tu continues à me murmurer tant que je ne l'aurai pas dit. J'essaye de le pousser en arrière et je mets mon talon juste contre la lame du couteau. Et j'essaye de lentement reculer le couteau qui est tombé par terre. Je ne veux pas te dire que le couteau qui est tombé par terre est un couteau que j'ai pris à la cuisine. Je ne veux pas te le dire, mais je pousse très légèrement avec mon talon le couteau vers l'arrière. La lame du couteau coupe légèrement mon talon et fait une petite entaille. Je serre les dents et j'essaye de ne pas dire « aïe ».
J'essaye de ne pas dire aïe, j'essaye de ne pas dire que j'ai eu mal, j'essaye de ne pas dire que je ne me suis coupé. Je recule très légèrement alors le couteau avec l'arrière de mon talon, et je mets enfin mon pied sur le couteau. Cette fois-ci, je me suis vraiment fait mal, au point de dire aïe. Au point de dire aïe, cette fois-ci, je me suis vraiment fait mal. Alors je mets mon pied sur la lame, je me fais une petite coupure entre les orteils, et je mets mes orteils juste contre la lame pour pouvoir la reculer. Pour pouvoir reculer la lame en la prenant par les orteils et par le pied. La reculer de derrière pour que tu ne puisses pas la voir. Je la recule et je me coupe 3 fois. Une fois entre les articulations des orteils, une fois derrière le pied et une fois en dessous sur la plante du pied. Tu me regardes et tu t'abaisses, tu me regardes et tu t'abaisses au niveau de mes jambes. Tu te mets par terre dans la douche, tu t'abaisses au niveau de mes jambes, tu me regardes, tu lèves la tête. Tu me demandes qu'est-ce que c'est. Tu essayes de passer ta main et j'essaye de bloquer ta main avec mes jambes. Tu passes ta main derrière et tu le prends. Tu vois que c'est un couteau de la cuisine, le même que tu avais caché pour ne pas que je le prenne. Tu le regardes et tu te lèves. Tu me demandes pourquoi est-ce que j'ai pris ce couteau. Je commence à pleurer et à m'effondrer en larmes. Je tombe sur ton épaule et tu me gardes près de toi. Je commence à t'expliquer que je ne trouve plus d'importance à vivre, que je n'ai plus peur du fait de mourir, ou de ce qui va se passer après. Tu m'écoutes attentivement et tu commences à me parler. À ce moment-là, je regarde le couteau qui est tombé par terre que tu récupères. Tu le poses à l'extérieur de la douche, tu t'assieds par terre dans la baignoire. Tu me demandes et tu insistes pour que je te raconte. Moi je ne veux pas, j'ai juste plus peur de mourir, et j'ai juste plus peur de ce qui va se passer après. Tu commences à insister et tu me dis, mais imagine un peu que si tu n'as plus peur de mourir, c'est seulement que tu veux mourir. Tu commences à m'expliquer que si je n'ai plus peur de la mort et que si je n'ai pas peur de mourir et que si j'ai envie de mourir de temps en temps, je pourrais le faire. Je commence à être effrayé par tes paroles et par ce que tu essayes d'insinuer. Je comprends ce que tu essayes d'insinuer. Tu veux dire que si je n'ai plus peur de la mort en elle-même, que si je n'ai plus peur de l'acte, et que si je veux le faire, ça pourrait possible que je le fasse. Tu récupères le couteau, tu le mets dans une armoire et tu la fermes à clé. Tu prends la clé et tu la laisses tomber dans les toilettes. Tu laisses tomber la clé dans les toilettes, on ne pourra plus jamais ouvrir cette armoire. Tu la laisses tomber, tu tires la chasse et elle part dans les égouts. Je n'irai pas la récupérer et tu m'expliques clairement que si je n'ai plus peur de la mort, si je n'y vois plus aucun inconvénient, plus aucune conséquence, il serait peut-être possible que je le fasse, car ça ne m'effraie plus. À ce moment-là, je suis effrayé et je me retourne contre toi. Contre toi, je me retourne en boxeur noir, je me mets tout contre toi en cuillère et je m'effondre en larmes. Mes larmes s'effondrent alors en pleurs et mes pleurs s'effondrent alors en sommeil. Je m'effondre et je commence à dormir tout près de toi en cuillère. Tu fermes les rideaux et tu viens près de moi, on s'endort en... Tu fermes les rideaux, tu viens près de moi, on s'endort en cuillère. On s'endort en cuillère, tu viens tout près de moi. Tu fermes les rideaux et à ce moment-là, mes pleurs se transforment en fatigue. Je m'effondre à côté de toi de fatigue et je ne me réveille que le lendemain matin. Une femme en blouse blanche se présente devant nous. Elle reste fixe un instant et nous regarde. Un instant, elle reste fixe et nous regarde. C'est une femme en blouse blanche. Elle a de longs cheveux lisses et de beaux yeux bleus. Je la regarde un instant, et puis moi, à côté de toi, je te regarde toi. Je vois que tu as les larmes aux yeux. Tu es au bord du précipice. Tu es déjà prêt à pleurer. Tu es déjà prêt à pleurer. Tu es au bord du précipice, au bord de la falaise. Tu regardes dans le vide. Tu es déjà prêt à pleurer. Je regarde cette femme et je m'avance de 1 pas, de 2 pas. Quand je suis en face d'elle, un peu plus proche, quand je suis un peu plus proche mais en face d'elle, je me retourne d'un 3/4 et je te regarde. Tu pleures en silence. Je m'adresse à la femme gentiment et je lui demande, est-ce qu'on pourrait voir la mère de Brahms? Je lui dis alors, est-ce qu'on pourrait voir la mère de Brahms? Je m'avance, et la jeune femme va alors à la réception. Elle marche, fait le contour d'une grande table carrée.
Elle fait le contour d'une grande table carrée. Je vois qu'elle s'arrête un instant. Quand elle s'arrête, je lui demande est-ce qu'on pourrait voir sa mère. Elle prend son cahier sur la table, elle le prend en main, le prend sous son bras. Elle va chercher un stylo de l'autre côté de la table, et immédiatement elle revient vers nous. Elle nous demande alors le nom. À ce moment-là, je vois que tu avances d'un pas. Tu veux aller vers elle et lui donner le nom de ta mère. Je mets ma main contre ton torse, tu regardes ma main contre ton torse, et tu me demandes qu'est-ce que tu fais. Je ne veux pas que tu sois plus blessé, et je dis alors je vais le faire moi. À l'oreille, tu me murmures le nom de ta mère, tu me murmures sa date de naissance, tu me murmures comment elle s'appelait, son deuxième nom, tout ce qu'il faut pour pouvoir la voir. Je te fais un geste de la tête et je pose ma main très légèrement sur ton épaule. Je vois que tu es blessé, tu commences à pleurer très légèrement. Très légèrement, tu commences à pleurer. Tu es blessé. Et alors là, je viens à côté de la femme, je prends une chaise, je m'installe dessus. Je tire la chaise en arrière. D'un coup sec, brut et franc, je tire la chaise en arrière. Je me tourne vers toi de trois quarts pour voir si je ne t'ai pas fait peur. La jeune femme se retourne et nous regarde. Elle va vers une table carrée, reprend son carnet de notes et me demande alors à moi. Elle nous a regardés, elle me demande alors à moi. Qui est-ce qui va demander alors à voir cette femme? Je dis alors qu'elle s'appelait Marie. La jeune femme me regarde d'un air incertain. Quand la jeune femme me regarde d'un air incertain, je regarde alors Jules, et Jules s'avance près de moi. Quand Jules s'avance près de moi, Jules me regarde, et il dit alors, il faut que tu dises sa date de naissance. Je dis la date de naissance de la mère de Jules, et Jules me regarde. À ce moment-là, la femme écrit. Je vois qu'elle est concentrée sur son bloc-notes. Je vois qu'avec son bic, elle fait plusieurs points. Avec son bic, elle fait un point en haut, comme si elle cherchait où est-ce qu'il fallait écrire. Elle écrit alors le nom de la dame. Elle écrit le nom de la dame, le nom de la mère de Jules. Je me retourne vers Jules, et à ce moment-là, je mets ma main sur son épaule. Elle me demande, en surlignant le nom 2 fois, date de naissance. Elle s'avance un peu plus sur son carnet, et elle s'avance vers nous. Elle dit alors, date de naissance? Dans les petits carrés qu'il y a en dessous, elle écrit les chiffres que je lui ai dit. Jour, mois, année. Et ensuite, je vois qu'avec un fluo jaune, elle vient fluoter les chiffres et entourer les cases dans lesquelles il y a les chiffres. Elle vient alors entourer et encercler, en faisant plusieurs petits cercles, le nom de la femme, le nom de la mère de Jules. Je regarde Jules, et moi, je regarde Brahms. Brahms me regarde, et à ce moment-là, la dame prend son carnet, qu'elle met tout contre elle. Elle nous regarde, nous fait un signe de la tête. Et quand elle prend son carnet, qu'elle met tout contre son buste, tout contre sa poitrine, elle le tient, croise les bras et le tient à quatre. Elle croise les bras, et avec ses deux mains, elle le tient fermement contre elle, contre son buste, contre sa poitrine. Elle regarde Jules, lui fait un signe de la tête. Elle lui fait un signe de la tête, et je la regarde faire ce signe de la tête, comme si elle disait toutes mes condoléances. Elle marche, et j'entends le bruit de ses talons. Dans le couloir. J'entends que le couloir est long et profond. Le couloir est long et profond et paraît de plus en plus large au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le couloir. Il paraît de plus en plus large et de plus en plus profond au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le couloir.
Un moment, on s'arrête et on arrive dans un grand carré, une grande pièce carrée. La pièce est vide, il y a une table juste devant. Je vois qu'il y a une table juste devant, avec un évier en dessous de la table. Il y a un support pour mettre les pieds de quelqu'un, et cette table est là, c'est une table en fer. La jeune femme s'assied sur une chaise à côté. Je comprends alors qu'on est dans une morgue et que c'est une salle d'autopsie. En face, de l'autre côté de la table en fer, pas de l'autre côté, où il y a le petit évier pour que le sang puisse partir et s'échapper. Pour que le sang puisse partir et s'échapper, pas du côté où il y a le petit évier, le trou et la canalisation, pas de ce côté-là où il y a les supports pour les pieds. De l'autre côté, il y a un support pour la nuque, pour la personne qui sera couchée sur la table. Jules s'approche alors de la table et pose sa main. Il effleure légèrement les côtés de la table et arrive au point en haut à droite. Il arrive au point en haut à gauche et au point culminant de la table. Au point tout en haut, il dépose sa main. Au point en haut à gauche. Il descend jusqu'au point en bas à gauche et fait le tour de la table plusieurs fois. Je vois qu'il murmure des choses sur sa mère comme quoi elle devait être là et que c'est là qu'on l'a autopsiée. La femme nous ouvre deux autres portes qui s'ouvrent en papillon. Elle nous ouvre deux autres portes qui s'ouvrent en papillon et on arrive dans une deuxième pièce carrée. Il y a plein de frigos dans lesquels il y a des joncs. Il y a plein de frigos dans cette pièce carrée avec les portes en papillon qui sont toujours ouvertes. Jules se penche vers l'arrière, se retourne de trois quarts et regarde la table. De l'intérieur, il y a tous ces frigos dans lesquels il y avait des gens. La dame ouvre un frigo et fait glisser alors une table. Il y a le corps de la mère de Jules, et à ce moment-là, il regarde le corps de la mère de Jules. Elle n'a pas encore été enlevée du sac funéraire. La jeune femme retire le sac funéraire, ouvre le sac funéraire, et au moment de voir le visage de la mère de Jules, j'émets comme de la peur. Au moment de retirer le sac et de voir le visage et la tête de la mère de Jules morte, allongée sur cette table en fer, dans un endroit froid, avec d'autres personnes mortes. J'émets de la haine pour la personne qui l'a tuée. J'émets de la rancœur et de la colère. Je la regarde et une larme tombe sur le côté de mon visage. Jules vient se mettre à côté, Jules vient se mettre à côté de moi et pose sa main sur la mienne qui est posée sur le torse de la mère de Jules. Ma main est posée sur la mère de Jules, sur son torse. Ma main est sur son torse, juste entre son cœur et entre ses poumons. Ma main est sur son torse, entre ses deux poumons et entre son cœur. Juste sur son cœur, ma main y est posée. J'appuie très délicatement et je ne sens plus son cœur ni même sa respiration. Elle est morte depuis longtemps et je demande à la dame pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. La dame me répond « Les cadavres sont dans les frigos pour pouvoir être conservés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'air d'être morts. » Je garde ma main dessus et une deuxième larme coule. Je garde ma main entre ses poumons et sur son cœur, appuyée très délicatement et très légèrement. Jules me regarde et pose sa main sur la jambe de sa mère. Le sac funéraire a été ouvert et enlevé. On voit le corps nu de la mère de Jules. On voit le corps nu de la mère de Jules posé sur une table sur laquelle il y a des repose-pieds en caoutchouc pour pouvoir mettre ses tibias et pour pouvoir mettre ses pieds. Il y a un pose-tête de l'autre côté pour pouvoir y mettre sa tête et y poser sa nuque. Elle est posée sur la table d'autopsie et Jules demande à pouvoir la voir en entier complètement allongée sur la table d'autopsie. Je le rejoins face à la table d'autopsie et deux hommes arrivent pour déplacer le corps de sa mère, enfin mise contre le repose-tête et enfin mise contre les repose-pieds. Il peut regarder le corps de sa mère et je reste à côté de lui. Je pose ma main sur le bras de sa mère qui est totalement froid. Le bras de sa mère est totalement froid, ses ongles sont un peu noirs, elle est couverte de terre. Je regarde et je me dis quel massacre, quelle personne pourrait faire ça ou avoir l'idée de faire ça à sa propre mère.
Je regarde Jules, et Jules me raconte alors en détail comment est-ce qu'elle est morte. Il me raconte que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Un homme est arrivé et prétendait que sa mère était sa mère aussi. Jules m'a raconté qu'il prétendait avoir vu un homme quand il était arrivé chez lui plus jeune. Cet homme prétendait que sa mère à lui était sa mère aussi, qu'il était son fils adoptif et qu'elle l'avait abandonné. À ce moment-là, il me raconte cette histoire, je suis ému, et je commence à serrer un peu plus fort le cadavre de la mère de Jules. Il me raconte cette histoire, je suis ému, je verse une larme, une toute autre larme différente, qui émet de la peur, de la rancœur et de la colère. Cette larme tombe rapidement sur mes joues, et je regarde Jules qui termine son histoire, qui termine de me raconter comment ça s'est passé. À ce moment-là, je serre un peu plus fort le bras de cette femme. Finalement, je regarde son visage, et je pousse très légèrement ses cheveux sur la table d'autopsie. Je mets ma main sur la table d'autopsie. Quand je mets ma main sur la table d'autopsie, je remarque que la table est aussi froide que le cadavre. Je regarde, cela me fait pleurer. C'est un spectacle envoûtant, mais terrifiant. Être dans une morgue, pour de vrai, en réalité, c'est un spectacle envoûtant et terrifiant. C'est comme l'idée de la mort. C'est une guérison quelque part. Je commence à penser ça, je me dis que c'est comme la mort. Quelque part, c'est une voie de sortie, une guérison, mais quelque part, c'est aussi un échappatoire auquel on ne peut pas échapper. Être dans une morgue, c'est pareil. Le corps est alors remis dans un sac funéraire, reposé alors sur la table est poussée par la jeune femme a tous les renseignements sur le cadavre, leur dit alors merci. On part, prend la voiture et on s'en va un peu plus loin. Je pense alors à ma petite sœur. Je pense alors tout le temps à ma petite sœur depuis que j'ai vu ma mère. On arrive à l'hôpital, dans les longs couloirs interminables. On arrive à l'hôpital dans ces longs couloirs interminables. La première fois que j'y mets les pieds, j'ai l'impression d'être dans un poème. Le poème d'une personne qui a bientôt mis fin à ses jours. Je regarde partout autour de moi. J'ai l'impression d'être dans le poème d'une personne qui va bientôt mettre fin à ses jours, ou qui l'a fait depuis longtemps. Je regarde autour de moi. J'ai l'impression d'entendre les hurlements d'une femme en détresse. J'ai l'impression de ne plus savoir respirer. Je suffoque. J'ai peur. Tout est maladif ici. Tout est maladif, tout est nocif. J'ai l'impression d'être dans un poème noir, obscur. J'ai l'impression d'être dans un poème noir et obscur, dans lequel il n'y a aucune joie, aucune réjouissance, dans lequel il n'y a rien que de la peur, de la rancœur, peut-être voire même l'envie de mourir. J'ai l'impression d'être à l'intérieur de ça. Partout devant moi, je vois des gens qui avaient une vie avant, des gens qui avaient une vie normale, sûrement beaucoup plus simple, et qui aujourd'hui sont enfermés là, et ne peuvent plus bouger. Ils sont sous traitement, sous médicaments, comme ma sœur. Quand je rentre dans sa chambre, je ne sens plus cette odeur de jouets en plastique, de jouets en bois. Je ne sens plus cette odeur de plastique avec lesquels elle jouait. Je ne sens plus l'odeur de ses poupées, l'odeur de ses cheveux quand elle se coiffait le matin. Je ne sens plus l'odeur des draps, les draps de son lit qui ont été correctement mis. Je ne sens plus l'odeur de sa fenêtre ouverte à l'extérieur qui donnait sur la cour. Tout ce que je sens comme odeur, c'est l'odeur des médicaments qui se retournent contre moi, qui se retournent contre son sort. Je sens l'odeur de la tristesse, de la peur de ma sœur qui me ronge le ventre de l'intérieur. Quand je la regarde sur ce lit, c'est comme si à chaque minute, à chaque seconde, on m'enfonçait un couteau à l'intérieur de la poitrine, un couteau que je ne savais pas retirer.
Je n'arrive plus à sentir ces anciennes odeurs, l'odeur de la campagne quand elle ouvrait sa porte, l'odeur du bois quand elle ouvrait sa porte de chambre, l'odeur de l'extérieur quand elle ouvrait sa fenêtre. Toutes ces choses, je n'arrive plus à les ressentir. Je ne sens que la maladie, les paroles des autres qui hurlent, qui se plaignent de douleurs les personnes qui se plaignent de douleurs insalubres ou alors de douleurs qui sont insatiables, qui reviennent tout le temps. Je n'entends que ça, des douleurs insatiables ou récurrentes qui reviennent tout le temps sur les gens. Je n'entends que ce soit sur elle, sur ma jeune sœur, des douleurs récurrentes. Je sens ça partout autour de moi. Je les entends hurler. J'entends les mécanismes de l'hôpital. J'entends les mécanismes de l'hôpital, j'entends les diagnostics des médecins. J'entends les diagnostics des médecins. Je les entends parler de chaque personne, de chaque pathologie. Je les entends parler de chaque personne malade. J'entends parler leurs diagnostics, ce qu'ils disent, ce qu'ils approuvent. Comment est-ce qu'ils vont aider et guérir? Ça m'étonnerait. Ils ne guérissent jamais. Ils trouvent des remèdes ou alors des choses pour pouvoir faire patienter les personnes. Ils font patienter les personnes dans leur propre vomi. Ils font patienter les personnes dans leur propre vomi, leur propre peine, leur propre haine, leur propre désarroi. Ils les font patienter et ils disent qu'ils vont trouver les choses, mais ils ne trouvent jamais. Ils attendent juste que les gens patientent, dans leur vomi, dans leur haine, dans le désarroi de ne pas pouvoir sortir d'une chambre close. Je les regarde et partout autour de moi, ces personnes se plaignent. Ils appellent à l'aide, mais jamais personne ne vient. Quand ils appellent à l'aide, la personne qui vient n'est peut-être pas qualifiée ou pas comme il faut. Les personnes ont tout autour d'eux des mécanismes qui font des bruits récurrents, qui font des bruits qui ne reviennent que tout le temps. Ils ont tout autour d'eux des bruits récurrents qui ne reviennent que tout le temps, des bruits qui ne sont tout le temps que les mêmes, même la nuit. Même la nuit. Certaines personnes n'arrivent même pas à s'endormir et demandent alors des médicaments. Certaines personnes n'arrivent même pas à s'endormir et demandent alors des médicaments sur lesquels ils ne sont même pas sous traitement. Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir à cause de la douleur de l'aiguille dans leurs mains et le sang qui passe au travers des tuyaux qu'ils ont sur leurs mains. Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir à cause de leur sang qui coule dans les veines. Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir à cause de ce qu'ils ont dans le tuyau. Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir à cause du tuyau qu'ils ont sur le côté, ce tuyau qui fait la taille de leurs bras, qui passe tout le long de leur corps et qui s'accroche à leurs mains, l'aiguille qu'il y a dans leurs mains qui reste incrustée dans leurs veines, le sang qui passe au travers. Toutes les personnes hurlent de douleur, et quand je vois ma sœur comme ça, survivante, au milieu de cette salle qui sent le savon et le désinfectant, j'ai mal et j'ai peur pour elle. Aujourd'hui, je ne comptais que sur une chose, égayer la journée de ma sœur. Je la voyais allongée dans ce lit, et je ne me répétais qu'une seule chose, moi qui étais debout, égayer sa journée. J'ai demandé à un médecin si je pouvais sortir avec elle un instant. Elle s'est levée et s'est mise assise sur le bord du lit. Elle m'a regardé, elle était impatiente, je voyais qu'elle serrait les draps du lit avec ses mains. J'étais debout devant elle, et à côté de moi il y avait Brahms. J'ai dit à ma jeune sœur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Elle m'a répété encore et encore et encore. Encore une fois, elle m'a répété, en balançant ses jambes d'avant en arrière. La fête foraine, la fête foraine, la fête foraine. Avec beaucoup d'entrain, elle n'arrêtait pas de répéter la fête foraine. Avec beaucoup d'entrain, et je voyais qu'elle serrait les côtés de son lit. Les côtés de son lit, autant les barrières qu'il y avait juste en dessous. Autant les draps du lit qui avaient été faits, sur lesquels elle était posée assise, elle répétait la fête foraine, encore et encore. Alors je l'ai emmenée là-bas. Je lui ai dit, il pleut, mais c'est pas grave. On a pris la voiture, on s'est garé, et à partir de là, elle était hyper impatiente. À partir de là, elle était très impatiente. Elle n'avait qu'une seule envie, monter dans l'attraction. Il y avait des sièges pour plusieurs. Elle s'est mise à côté de moi et Brahms s'est mis entre nous deux. Brahms s'est mis entre nous deux et il s'est mis à côté de moi. Elle était sur le côté. Elle a abaissé alors la sécurité et nous sommes partis dans les montagnes russes. Je la voyais sourire, je me sentais mieux.
Voir ma sœur sourire même sous la pluie me donnait envie de sourire moi aussi. Quand la voiture est partie, nous sommes descendus, nous nous sommes arrêtés à un café. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» en sortant immédiatement mon portefeuille. Elle m'a dit alors une barbe à papa, et on est parti en chercher une. Immédiatement, je l'ai vu courir, descendre de la machine, quand la personne qui s'occupait de la machine de la montagne russe a ouvert et a enlevé les sécurités. Immédiatement, je l'ai vu sortir et se diriger vers le premier stand de barbe à papa qu'elle a trouvé. Elle en a demandé une, et moi j'étais à côté d'elle, avec mon portefeuille en main. Elle l'a prise, et le monsieur qui s'occupait du stand, un homme très gentil, très aimable et très sympa, lui a donné un bâton et lui a dit « Fais-le tourner pendant 5 minutes ». J'ai regardé l'homme, très aimable et très gentil. Quand elle a récupéré sa barbe à papa, l'homme lui a fait un signe de la main. J'ai pensé qu'il devait savoir qu'elle était malade à cause de peut-être ce qu'elle avait sur la tête. Peut-être à cause du drap blanc qu'elle avait sur la tête. Elle avait un drap blanc et un bracelet blanc qu'elle avait à la main. Peut-être à cause de ça, l'homme avait remarqué qu'elle était malade et que c'était un jour de sortie pour pouvoir égayer sa journée. Elle avait aussi quelque chose aux os. On avait diagnostiqué ça bien avant qu'on ne parte à la fête foraine. J'ai reçu alors un message qu'elle avait quelque chose aux os et qu'il fallait faire attention. Le médecin m'a envoyé alors qu'il fallait faire attention à la fête foraine car il savait qu'on était parti. Il avait une maladie aux os mais cela avait commencé à me stresser. Ils avaient détecté une maladie aux os qui avait commencé à me stresser. Elle m'a alors convaincu de partir dans une autre direction vers une autre attraction. On est parti et Brahms m'a regardé. Brahms m'a regardé et m'a dit « Oublie un peu le reste, continue, avance ». Et j'ai avancé, je me suis mis à côté d'elle, je l'ai vue prendre la sécurité, mettre la ceinture, et la voiture, la cabine, est partie. La cabine est partie, la voiture est partie. On a fait une montagne russe. On est descendu. De l'autre côté, on a commencé à faire les stands de tir, les stands de jeu. Elle s'amusait bien, jusqu'à ce qu'elle gagne. Elle s'amusait bien jusqu'à ce qu'elle gagne et qu'on fasse un troisième stand de tir. Le troisième stand de tir a commencé à se transformer en cauchemar. Cette journée a commencé à se transformer en cauchemar, malgré le fait qu'elle s'était bien amusée pendant toute la journée. Au troisième stand de tir, elle a commencé à avoir des douleurs à l'estomac. Elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine, à avoir des douleurs entre les poumons et au cœur. On s'est arrêté un moment pour qu'elle puisse respirer, je pensais que c'était une crise de panique. J'ai rappelé immédiatement à l'hôpital. L'hôpital est revenu tout de suite. Elle a emporté ma petite sœur. Ma petite sœur avait alors quelque chose à l'estomac. On ne trouvait pas ce que c'était. Dans la salle d'attente, j'étais nerveux, je ne trouvais pas non plus la solution pour pouvoir la guérir. J'avais l'impression que c'était de ma faute, c'était moi qui avais eu cette idée. Mais tout ce que je pouvais faire pour pouvoir lui remettre peut-être un peu de baume au cœur, ou pour recréer un sourire sur son visage, tout ce que je pouvais faire, c'était ouvrir une fenêtre à l'intérieur de cette chambre d'hôpital qui sent les produits et le désinfectant. Cette chambre d'hôpital triste et blanche qui sent les produits et le désinfectant et la nourriture d'hôpital. Tout ce que je pouvais faire pour lui redonner un sourire ou lui remettre du baume au cœur, c'était ouvrir la fenêtre et aérer sa chambre, alors qu'elle sentait déjà les gens morts depuis longtemps. Sa chambre sentait le désinfectant, la nourriture d'hôpital et les gens morts. Ça sentait les traitements et les médicaments, c'était horrible. Tout ce que je pouvais faire, c'était ouvrir la fenêtre pour pouvoir redessiner un sourire sur son visage. Malgré cette journée, on lui a détecté qu'elle avait quelque chose à l'estomac. J'ai demandé alors immédiatement quand le premier docteur est apparu. Quand le premier médecin est apparu avec un diagnostic en main. Je lui ai demandé tout de suite, est-ce que c'était celui de ma sœur? Il m'a demandé alors comment s'appelle ma sœur. Je lui ai dit son nom, je lui ai dit son nom de famille, donc le mien. Je lui ai dit mon nom de famille et le nom de ma sœur, le numéro de la chambre et ce qu'elle avait. L'homme a répondu que c'était bien elle. Il m'a répondu alors après que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait.
Il m'a répondu qu'elle avait un trou dans l'estomac. Je lui ai demandé un trou dans l'estomac, et il m'a répondu plus tard un ulcère. Je lui ai demandé comment ça se soigne, et j'étais tellement triste qu'on en a discuté avec Brahms. Avec Brahms et le médecin, on en a discuté pendant 2 heures, au milieu du couloir, bouchant la circulation à toutes les personnes en fauteuil roulant. À toutes les personnes diminuées en fauteuil roulant, bouchant la circulation, on a discuté pendant 2 heures avec Brahms et le médecin du diagnostic de l'ulcère de ma sœur. Le soir même, rentré chez moi, après avoir laissé ma sœur avec un vide dans le cœur parce que je ne voulais pas partir, le soir même, je reçois alors un autre coup de fil d'un médecin. Je suis énervé, j'ai peur, je suis stressé et anxieux. Finalement, Brahms, tu as décroché pour moi. Tu me donnes le téléphone et je décroche. Le médecin me signale alors que ma sœur n'a pas un ulcère mais un cancer. Ma sœur a alors un cancer du cerveau. Il me signale alors ça comme ça sur un coup de tête le soir. Je m'effondre en larmes par terre. Et Jules, tu viens à côté de moi. Je m'effondre en larmes par terre, les genoux à terre. Jules vient à côté de moi. Il me prend par les épaules et me dit que c'est pas grave, que ça arrive à tout le monde. Il essaye de me consoler avec les mots qu'il trouve, même si je trouve que ce n'est pas très rassurant. Ma sœur va probablement mourir d'un cancer du cerveau. Ces mots ne sont pas très rassurants, mais il essaye. Je comprends qu'il ait de l'impression que ça ne fonctionne pas. Le jour de la mort de ma sœur, à son enterrement, tout le monde était habillé en noir. Il y avait cette femme que je ne connaissais pas, assez grande, peut-être 1m70, avec une grande robe noire. Une grande robe noire où on voyait son dos à l'arrière. On voyait son dos à l'arrière, elle avait de beaux épaules. Elle avait de beaux épaules, elle avait une belle poitrine. Et cette robe donnait alors vue sur ses épaules, sur son dos. Il y avait un dos plongeant à l'arrière, et la robe elle-même était serrée contre sa silhouette. Laissait transparaître alors la manière dont elle frottait le sol. La jeune femme était debout. Le cercueil arrivait lentement. Le cercueil arrivait lentement, et la femme était debout. Elle attendait très certainement. En main, elle portait une couronne de deuil. Elle avait une couronne de deuil avec des roses blanches, sur lesquelles il était écrit « Pardon, désolé, toutes mes condoléances ». Il y avait des mots qui avaient été posés dessus, par toutes les personnes qui étaient là. Et cette couronne de deuil, elle s'est dirigée vers moi. Peut-être qu'elle avait vu que j'étais le premier à pleurer. Peut-être qu'elle avait vu que j'étais le premier à pleurer, elle s'était dirigée vers moi. Elle est arrivée, et elle n'a rien dit. Pas un seul mot. Elle a juste franchi la ligne qu'il y avait entre la séparation du cercueil et moi de l'autre côté. Elle a franchi la ligne qu'il y avait entre le cercueil et moi de l'autre côté, qui regardait le cercueil s'enfoncer, maintenu par des sangles qui passaient par en dessous, et qui faisaient en sorte que le cercueil tombait. Le cercueil tombait et s'enfonçait de plus en plus. En même temps, les personnes venaient me voir et me disaient qu'ils étaient désolés. Certains paraissaient sincères et d'autres ne le paraissaient pas. Cette femme est arrivée avec sa couronne de deuil. Elle me l'a donnée. Je l'ai récupérée, je l'ai prise. Elle m'a dit, d'une manière aussi sincère que je n'avais jamais pu le voir. D'une manière aussi sincère que je n'avais jamais pu le voir, elle m'a dit « Je suis tellement désolée ». Elle a regardé le cercueil s'enfoncer. Et puis elle s'est approchée de moi. J'ai vu que sa main qui était dans son dos à l'arrière tenait quelque chose. Cette chose dépassait très légèrement de l'autre côté. Elle tenait quelque chose à l'arrière. Elle a retiré sa main qui arrivait dans son dos, cette main qui portait la couronne de deuil, la main qui m'a donné cette couronne de deuil. Quand j'ai récupéré la couronne, j'ai alors pris cette couronne de deuil.
Je l'ai posé par terre et je me suis accroupi par terre. Je me suis accroupi par terre devant la couronne de deuil, qui était juste à côté du cercueil qui était en train de s'enfoncer de plus en plus. Il y avait un nuage noir au-dessus qui était en train de peser de plus en plus. Il y avait un nuage noir qui pesait sur la cérémonie. Sur la cérémonie, il y avait un nuage noir qui était en train de peser de plus en plus, comme s'il descendait avec le cercueil. Comme s'il descendait avec le cercueil, il pesait sur la cérémonie d'enterrement. Le cercueil descendait dans le trou, et les croque-morts sont arrivés, remettant de la terre par-dessus. Il y avait une cérémonie où tout le monde se mettait en file et jetait ensuite une fleur. Tout le monde se mettait en file, et la jeune dame qui m'avait donné la couronne de deuil que j'avais déposée par terre, je me suis mis accroupi en attendant et en regardant toutes les personnes qui venaient. La jeune femme s'est dirigée en première. Elle a jeté une poignée de terre et elle a jeté une rose blanche. Je l'ai regardée, j'ai souri, et sur chaque épine de houx, et sur chaque épine de ronce, et sur chaque épine des roses qu'il y avait sur la couronne de deuil, j'ai posé les photos que j'avais d'elle. Je l'ai posée sur le cercueil, et puis le cercueil est tombé dans la terre. À ce moment-là, quand le cercueil est tombé dans la terre, j'ai versé une dernière larme qui a touché le cercueil. J'ai versé une dernière larme qui a touché le cercueil, et après, Brahms, tu es venu à côté de moi. Brahms, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu as accroupi tes jambes, tu t'es mis accroupi comme moi. Comme moi, tu t'es mis accroupi par terre, tu m'as regardé. Tu as versé une larme. J'ai vu que la larme que tu as versée, est tombée sur l'image qu'il y avait d'elle sur le cercueil. La larme que j'ai versée, moi, c'était une larme translucide. Cette larme translucide, aussi pure que de l'eau de source, cette larme translucide qui est tombée de mon œil. Cette larme qui est tombée de mon œil, qui a coulé sur mes joues et sur mon visage, est tombée sur le cercueil. La tienne est tombée sur la photo qu'ils avaient mise sur le cercueil. J'ai regardé le cercueil se refermer. L'homme jeté de la terre, un homme avec un grand chapeau noir et un grand manteau noir. Il a jeté de la terre sur nos deux larmes qui avaient été posées sur la photo de ma sœur. La jeune femme s'était reculée, pleurait, et avait laissé passer le cercueil. Il avait été enterré et la terre avait été remise par-dessus. La femme avait une voilette. La femme possédait un grand chapeau. La femme qui s'était mise devant, avec son mari. Son mari était habillé en queue de pie noire. Il avait un costard noir, un costard en queue de pie noire. Il s'était mis devant, et la femme avait un grand chapeau de plumes noires, et un grand chapeau en fourrure de lapin noir. Elle avait une petite voilette qu'elle avait épinglée, et elle s'était abaissée devant. Sa robe était toute plissée et toute froissée quand elle s'était abaissée par terre et qu'elle avait plié ses jambes pour pouvoir y déposer une photo de ma sœur, et pour pouvoir y déposer ensuite une petite rose blanche qu'elle avait déposée délicatement sur le cercueil. À ce moment-là, tout le monde était parti. J'entendais des femmes pleurer et des hommes accompagner les pleurs de leurs femmes. Moi, je suis parti et j'ai récupéré la porte de la voiture. Je suis parti, j'ai récupéré une photo de ma sœur, je me suis retourné de trois quarts vers la cérémonie. Le cercueil était enfoncé dans la terre et les personnes remettaient de la terre par-dessus. Je me suis retourné de trois quarts vers le cercueil et à ce moment-là, j'ai regardé ma sœur qui s'enfonçait dans son cercueil, dans sa boîte, à l'intérieur de la terre. La terre avait été remise par-dessus. J'ai regardé une dernière fois délicatement la pierre tombale. J'ai pris la voiture et je suis parti. En regardant le cercueil par la vitre. C'était Brahms qui conduisait. Femme, en robe noire dehors. Dehors, il y avait cette femme en robe noire qui me regardait. Elle me regardait par la fenêtre. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, elle me la regardait par la fenêtre. Elle ne nous a pas dit son nom. Elle ne nous a pas dit son âge. Elle avait des yeux très fins. Elle avait des yeux très fins et très noirs.
Elle regardait par la fenêtre, avec sa robe noire. On voyait son dos. Elle regardait par la fenêtre. Elle avait des yeux très fins. Elle était juste à côté d'un arbre mort. C'était la même qu'il y avait à l'enterrement de ma sœur. Elle était là pour on ne sait pas quelle raison. Je suis sorti et j'ai voulu demander. J'ai voulu demander pour quelle raison êtes-vous là. Elle ne m'a pas répondu. Elle a regardé derrière moi. Elle a essayé de regarder derrière moi. Mais je lui ai demandé pour quelle raison êtes-vous là. J'ai regardé ses yeux, son visage, ses longs cheveux lisses et noirs. Ensuite, elle a regardé la fenêtre, la baie vitrée, derrière laquelle il y avait Brahms. Derrière laquelle il y avait Brahms, il y avait la baie vitrée. Il m'a regardé lui, et un instant je me suis retourné. Je lui ai fait un geste des mains pour lui dire de rentrer. Il est rentré et n'est pas sorti. Il est resté là un instant et j'ai parlé avec la dame. Elle ne m'a pas dit son nom tout au long de la conversation. On est resté en dessous de l'arbre mort. On est resté en dessous de l'arbre mort et de temps en temps je levais les yeux. De temps en temps je levais les yeux quand elle me parlait, parce que l'orage frappait. L'orage frappait, j'avais l'impression que c'était ma sœur qui me parlait d'outre-tombe. J'avais l'impression que c'était ma sœur qui me parlait d'outre-tombe. L'orage frappait, au-dessus de nos têtes. Elle me parlait et elle disait qu'elle habitait à New York. Elle parlait d'une maison qu'elle connaissait. Une maison que sans doute ma sœur, aussi ma petite sœur, devait connaître. Elle disait que ma petite sœur se faisait harceler par sa fille. À ce moment-là, quand elle se faisait harceler par sa fille, quand j'ai compris ça, je lui ai demandé le nom de sa fille, et sa fille s'appelait Saphir, comme la pierre. Sa fille s'appelait Saphir, comme la pierre. Je lui ai alors dit que ma fille à moi s'appelait Ruby. Elle a souri, et je lui ai dit « Comment pouvez-vous sourire à ça ?» Je lui ai dit en la regardant « Comment pouvez-vous sourire à ça ?» Saphir, votre fille, qui était en train de manipuler, qui était en train de persécuter. Comment pouvez-vous sourire à une fille, Saphir, votre fille, qui était en train de persécuter, de manipuler et de malmener ma fille Ruby qui est morte, à laquelle vous êtes venu à son enterrement. Je lui ai posé plein de questions, j'étais énervé et mes yeux étaient noirs de haine et de rancœur. Mes yeux étaient noirs de haine et de rancœur, je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit pourquoi est-ce que vous êtes venu assister à l'enterrement de ma Ruby? Pourquoi est-ce que vous êtes venu assister à l'enterrement de ma Ruby? Elle a prétendu que je parlais de ma sœur comme si c'était ma fille. Je l'ai regardée. On a porté plainte et cette femme n'est plus jamais revenue. À cet instant-là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Madame, j'appelle la police si vous ne partez pas. » La police est arrivée et la jeune femme a prétendu qu'il nous fallait de l'aide. Et la police lui a mis les menottes juste devant la porte. Elle est partie ensuite avec une voiture de police et elle s'est éloignée de plus en plus, jusqu'à n'en plus entendre la sirène. Je regarde dans le frigo, dans le miroir. Il n'y a plus rien qui ne fasse référence à ma petite sœur. Je regarde dans les armoires, je ne vois plus que ses dessins. Je regarde dans l'armoire, je ne vois plus que ses habits qu'elle ne mettra plus. Je regarde dans le miroir, je me vois moi, mais je ne vois pas ma sœur. Je n'entends plus ses rires l'après-midi. Je n'entends plus les pas quand elle descend les escaliers. Je ne l'entends plus travailler. Je n'entends plus rien. Je n'entends plus sa voix quand elle parle avec ses copines. C'est le vide
C'est le vide dans cette maison. Il n'y a plus rien d'elle, mis à part 2 ou 3 dessins, 4 ou 5 petits dessins, ou encore des devoirs qui n'ont même pas eu le temps d'être terminés, posés sur la table. La porte de sa chambre est ouverte. Son lit est encore défait. Elle n'a même pas eu l'occasion de le faire. Je lui aurais demandé, mais elle n'a même pas eu l'occasion de le faire. Je regarde partout. Je regarde partout le temps d'une respiration. Je regarde partout le temps d'un regard, le temps d'un battement de cœur, le temps d'une pulsation. Elle n'est pas là. Je suis en train d'essayer de me demander, de me persuader. Je suis en train d'essayer de me persuader, de me demander, de me dire que perdre quelqu'un, c'est un nouveau départ. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me persuader. Je n'arrive pas à me persuader, à me dire que perdre quelqu'un, c'est un nouveau départ. J'ai l'impression que perdre quelqu'un, c'est simplement perdre quelqu'un. Perdre quelqu'un, c'est la fin de quelque chose. Mais je n'ai même pas l'impression que ce soit le début de quelque chose pour la personne qu'on a perdue. Elle est plus là, c'est tout. Je me regarde dans le miroir. Et puis je me regarde comme dans un miroir. Comme dans un miroir, je me regarde à la fenêtre. Je regarde dehors la balançoire sur laquelle elle se balançait, sur laquelle elle jouait. Je regarde le rocher. Je regarde le rocher, le petit rocher sur lequel elle allait s'asseoir. Je regarde le petit rocher sur lequel elle allait s'asseoir. Un petit rocher en dessous desquels il y a des galets. Il y a des galets, plusieurs petits galets ovales. Il y a plusieurs petits galets ovales, cassés, qui passent au travers de la petite rivière, qui passe juste devant ce petit galet sur lequel elle allait s'asseoir. Ce petit rocher sur lequel elle allait s'asseoir, en dessous desquels il y a des galets et des pierres. En dessous desquels il y a des galets et des pierres, elle se mettait là, au bord de la rivière. De temps en temps, elle faisait des ricochets ou alors elle nous parlait avec des signes depuis la fenêtre. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a rien. Quand je respire, j'ai l'impression que je respire dans le vide. J'ai l'impression maintenant que je respire dans le vide, dans une salle vide. J'ai l'impression que la maison, ce ne sont plus que 4 murs noirs à l'intérieur desquels il n'y a plus rien. Mais ça peut m'aider peut-être à repartir de zéro, une nouvelle ville, autre part, une nouvelle vie, une nouvelle ville, une nouvelle maison, un nouvel endroit. Je descends jusqu'à la rivière. Je me pose et j'attends un instant. Je trouve un jardin secret. Je me pose et je trouve un jardin secret. Une pierre de charbon, une pierre charbonneuse, une pierre de charbon noir, sur lesquelles elle a taillé son nom, Ruby. Je trouve un jardin secret et une note de suicide. Je trouve une lettre et une note de suicide qu'elle a laissée, quelques vêtements, et tout ça je les trouve en face de moi. Tout ça je les trouve en face de moi, en face de chez moi. Je descends la rivière un peu plus, et je trouve un jardin secret. Je trouve un collier, une gourmette avec son nom. Je trouve un collier, une gourmette avec son nom, une montre, quelques habits, quelques vêtements, une montre, cette gourmette qu'elle avait laissée, une pierre avec écrit son nom, un carnet avec écrit tout ce qu'elle préfère, tous les garçons qu'elle a aimés, tout ce qu'elle aimait faire. Je récupère la gourmette, je récupère la montre, je récupère les objets, la pierre, et je récupère le carnet. Je ne me retourne pas, parce que c'est un nouveau départ. J'ouvre la porte, et je laisse le vent partir en direction de la rivière.